Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème Fonctionnement du système immunitaire humain. Nous allons traiter de l'immunité innée. Le système immunitaire humain est un ensemble d'organes, de cellules et de molécules et repose sur des mécanismes à la fois cellulaires et moléculaires qui sont génétiquement déterminés et permettant de prévenir ou d'éliminer rapidement des agents pathogènes. Ces agents responsables de maladies infectieuses sont divers. On retrouve les virus, les champignons, les bactéries, les parasites, etc. Or, le concept d'immunité innée indique que cette réponse immunitaire est présente dès la naissance, sans apprentissage. On peut donc se demander comment un système sans apprentissage et basé sur un ensemble de cellules diffuses dans l'organisme peut-il détecter et éliminer des agents pathogènes. Dans un premier temps, la réaction inflammatoire est la réponse immunitaire rapide et non spécifique de l'organisme contre diverses agressions, parmi lesquelles lésions, brûlures, chocs, infections, allergènes, lésions cancéreuses, etc. Dans les premières minutes, une réaction se manifeste localement par l'apparition de différents symptômes stéréotypés, c'est-à-dire que cette réponse est toujours la même, quelle que soit l'atteinte de l'organisme. On retrouve par exemple l'apparition d'un gonflement ou œdème lié au passage de l'eau du plasma dans le tissu, la formation d'une rougeur appelée érythème et la production de chaleur due à la dilatation des vaisseaux sanguins et donc à un afflux de sang local. On retrouve également une sensation douloureuse liée à la transmission de messages nerveux via une molécule produite par les tissus lésés ou gonflés, parmi lesquels on retrouve la prostaglandine. L'afflux de sang permet alors l'arrivée sur le site de l'infection de différents leucocytes circulants, c'est-à-dire des leucocytes qui se trouvent naturellement dans le sang. Cette première étape mobilise également des cellules du système immunitaire qui sont déjà présentes dans le tissu, que l'on appelle cellules résidentes, que l'on peut retrouver par exemple dans le tissu adipeux, ou encore dans la muqueuse digestive, ou encore comme ici, dans la muqueuse pulmonaire. Parmi ces cellules, un certain nombre sont capables de réaliser la phagocytose, c'est-à-dire qu'elles engloutissent tout ou partie d'un agent pathogène afin de l'éliminer. Une autre partie de ces cellules, appelée granulocytes, stocke de nombreuses molécules dans leurs granules, d'où leur nom. Lorsque ces molécules sont libérées en réponse au contact des pathogènes, on observe différents processus. Certaines de ces molécules sont impliquées dans l'amplification de la réaction inflammatoire, c'est le cas de l'histamine. D'autres sont impliquées plutôt dans la destruction directe d'agents pathogènes, c'est le cas des défensines ou lysozymes. Et enfin, certaines sont impliquées dans le remodelage du tissu concerné par la réaction inflammatoire, c'est le cas de la collagénase ou encore de l'élastase. Le système immunitaire inné est d'abord constitué de barrières anatomiques contre les infections. Et la première de ces barrières est un organe très important, la peau. En effet, les cellules qui constituent cette peau, que l'on voit ici, sont organisées en couches successives et caractérisées par des jonctions, sortes de ponts, qui les maintiennent fortement reliés les unes aux autres. Ainsi, ces tissus sont étanches et constituent la première barrière physique à l'entrée d'agents pathogènes dans l'organisme. De plus, ces tissus ou organes produisent des molécules antimicrobiennes et des molécules au pH acide, constituant cette fois une barrière chimique. On peut par exemple citer les glandes lacrymales ou les glandes salivaires qui produisent une enzyme qui déstabilise la paroi de certaines bactéries appelée lysozyme. Outre les organes du système immunitaire inné, on retrouve les cellules résidentes dans les tissus, et celles-ci montrent une diversité de phénotypes cellulaires. Par exemple, les macrophages, que l'on repère à leur grand noyau et leur forme arrondie, peuvent être postés dans différents tissus. C'est l'exemple des macrophages alvéolaires que l'on retrouve dans la muqueuse pulmonaire. Les mastocytes sont caractérisés par la présence de diverses granules, que l'on voit ici de couleur plus ou moins intense,
et que l'on peut retrouver notamment dans la muqueuse digestive. Enfin, les cellules dendritiques sont reconnaissables à leurs grandes extensions membranaires et on va les retrouver dans de nombreux tissus comme par exemple le système nerveux ou l'épiderme. Ces trois types de cellules se ressemblent peu. On parle de phénotypes cellulaires différents. Cependant, elles sont toutes impliquées dans la réponse immunitaire innée et sont capables d'une part de reconnaître des agents pathogènes, mais aussi de réaliser la phagocytose et enfin de libérer des molécules permettant l'amplification de la réaction inflammatoire. Nous venons de voir différentes cellules du système immunitaire inné qui peuvent identifier, reconnaître la présence d'agents pathogènes. En fait, elles possèdent toutes des récepteurs de surface. Ce sont des protéines transmembranaires, c'est-à-dire insérées dans une membrane. Ce sont des protéines, donc le résultat de l'expression de gènes portés par chaque individu. Cette information est donc déterminée génétiquement. Ces récepteurs de surface sont capables de reconnaître des motifs moléculaires appartenant à des micro-organismes. Par exemple, certains de ces récepteurs reconnaissent les composants de la surface de nombreuses bactéries. Lorsque le motif moléculaire est reconnu par un récepteur de surface, les cellules résidentes des tissus, comme on a dit mastocytes, macrophages, cellules dendritiques, peuvent réaliser la phagocytose. Le micro-organisme reconnu est alors entouré par des extensions de la membrane plasmique, puis internalisé et enfin détruit par un véritable arsenal moléculaire antimicrobien, parmi lesquels on retrouve des défensines, des protéases ou encore le peroxyde d'hydrogène. Dans certains cas, la reconnaissance de motifs moléculaires par des récepteurs de surface n'induit pas la phagocytose, mais active l'expression de gènes codant des protéines impliquées dans la communication à l'échelle locale et à l'échelle de l'organisme. Ces molécules, parmi lesquelles on retrouve les interleukines, sont indispensables à la coordination des cellules dispersées dans tout l'organisme. Ainsi, la libération de ces molécules, appelées médiateurs chimiques de l'inflammation, déclenche une réponse systémique, c'est-à-dire une réponse à l'échelle de l'organisme. Parmi ces molécules, on retrouve TNF-alpha ou encore les interleukines IL-1 et IL-6. Dans les heures qui suivent le début de la réaction inflammatoire, ces différentes molécules peuvent localement activer des leucocytes qui participent ainsi à amplifier la réponse immunitaire en recrutant de nouvelles cellules. Ils peuvent également modifier la perméabilité des vaisseaux sanguins, permettant ainsi l'arrivée de cellules immunitaires sur le site de l'infection. Et enfin, elles peuvent stimuler la production de cellules sanguines par la moelle osseuse. On parle d'hématopoïèse. La réaction inflammatoire aiguë se termine lorsque la zone impliquée a été débarrassée de l'agent pathogène. Les macrophages nettoient entre guillemets alors le foyer inflammatoire en détruisant les éléments tissulaires, cellulaires et moléculaires qui ont été endommagés. C'est la guérison. Si la cause de la réaction inflammatoire n'est pas éliminée, la réponse peut devenir alors chronique. C'est le cas pour un certain nombre de pathologies comme l'arthrite qui entraîne des dommages aux tissus. On peut alors utiliser un certain nombre de médicaments ayant des propriétés anti-inflammatoires et qui vont limiter la production de médiateurs chimiques de l'inflammation, parmi lesquels les prostaglandines. En effet, les prostaglandines E2 agissent sur l'hypothalamus, centre de régulation de la température dans le cerveau, et induisent la fièvre. Il est possible de limiter la production de prostaglandines en altérant l'activité de l'enzyme COX-2, responsable de cette production de prostaglandines. Les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que le paracétamol, l'aspirine ou encore l'ibuprofène, bloquent l'accès au site actif de la COX-2 et donc la synthèse des prostaglandines. Il est temps désormais de conclure. Nous avons vu que la réaction inflammatoire était basée sur une réponse stéréotypée du système immunitaire.
Cette immunité innée est basée sur un ensemble de leucocytes possédant des récepteurs de surface qui sont des protéines, donc codées par le génome. L'immunité est donc bien déterminée génétiquement. Ainsi, il n'est pas surprenant que la recherche scientifique ait démontré qu'elle repose sur des mécanismes très conservés au cours de l'évolution, que l'on retrouve chez un très grand nombre d'organismes, parmi les animaux, mais également chez des plantes. De plus, ces récepteurs de surface permettent la reconnaissance de motifs moléculaires des agents pathogènes et induit d'une part l'activation de la phagocytose et d'autre part la production de médiateurs pro-inflammatoires, parmi lesquels on retrouve les interleukines. Ces médiateurs induisent des modifications cellulaires et tissulaires qui accélèrent le recrutement de cellules de l'immunité innée, mais également de l'immunité adaptative. En effet, si la réponse immunitaire innée est rapide, on l'a vu, elle est également peu spécifique et peut conduire à des lésions des tissus. La réponse adaptative va donc venir compléter cette première ligne de défense. N'oubliez surtout pas de noter vos questions et de répondre au quiz. Je vous dis à bientôt.